Bonjour Renaud Père. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous accueillir ici dans vos bureaux, face à une très belle affiche lyonnaise. Et ce dont il est question aujourd'hui, c'est de parler de la rénovation des logements. Alors vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'habitat, au logement social, à la politique de la ville. Vous avez une amplitude assez forte dans vos délégations. Pourquoi la question sociale est si importante pour vous dans la façon d'approcher la rénovation des logements ? La question sociale, elle est de toute façon majeure dans la question de l'habitat, de manière générale. C'est-à-dire que la vraie question, c'est de se dire quelle ville on veut faire. On voit que depuis des décennies, il y a une forme de financiarisation du logement. Il y a une augmentation des prix du foncier, des prix du logement en tant que tel, qui font que nos villes se transforment. Et que la frontière entre la ville aisée et la ville plus populaire, cette frontière, disons, ce périmètre s'étend d'année en année. Et donc on a effectivement une logique, disons, alors que certains appellent la gentrification, mais qui est en tout cas une forme d'homogénéisation des classes sociales et des classes moyennes supérieures, voire des classes aisées, en ville. C'est ça qui est la question. Donc c'est ça le point de départ. Donc à partir du moment où on veut faire une ville pour toutes et tous, il faut produire. Il faut produire, et ça, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on ait toujours à l'esprit qu'il faut continuer à produire dans un élément ou dans un contexte qui est plus contraint que par le passé. Mais il faut aussi se dire qu'on peut transformer le parc existant, l'améliorer, le rénover, pour améliorer le confort des habitants. Donc déjà, c'est l'investissement que nous avons dans le parc social, mais aussi par l'action que nous avons de préemption de certains immeubles. Je vous donne un chiffre, hein, c'est toujours curieux de donner ces chiffres-là un peu décontextualisés. En 2022, on a dépensé plus de 50 millions d'euros pour acheter des immeubles et faire du logement social au cœur de Lyon, de Villeurbanne. Et lorsqu'un bailleur social bénéficie soit par bail amphithéotique, soit en pleine propriété de cette préemption, eh bien il va réhabiliter le logement, l'immeuble, et donc permettre à la fois du logement social, mais aussi de la réhabilitation, et donc une production, ou en tout cas un bilan carbone qui sera bien meilleur. Oui, donc en fait c'est ça qui vous plaît, de penser, de raisonner de manière à aller tant sur la question environnementale que la question sociale. Évidemment, les deux ne peuvent pas être... Si on sort un tout petit peu du logement pour vous répondre, les deux ne peuvent pas être séparés. Ce sont les catégories, les hommes et les femmes de catégorie populaire, qui sont les moins producteurs de pollution et pour autant les plus victimes de la pollution. Et donc cette question d'embarquer les hommes et les femmes de catégorie populaire dans cette grande transition qui est la transition écologique, c'est un devoir fondamental. Et c'est bien pour cela que nous agissons. Et il se trouve que l'habitat joue un rôle majeur. Alors, Monsieur Père, on ne va pas se mentir, face à l'injonction de l'État d'interdire à terme la location des passoires thermiques, on est d'accord, ça risque de mettre un peu plus encore en tension les territoires. Quel regard vous portez, vous, en tant que vice-président d'une grande métropole, sur la nécessité pour autant de massifier la rénovation des logements? Vous vous êtes bien sûr exprimé là-dessus, mais voilà, si on revient un petit peu sur cette tension et donner un peu de cœur à l'ouvrage aussi à tous les protagonistes de cette question. Vous voyez, toutes ces questions, elles sont extrêmement complexes. Et donc, toutes celles et tous ceux qui vous diraient « j'ai une réponse simple », seraient très probablement des apprentis sorciers, ou en tout cas, il faudrait s'en méfier. Pour être un tout petit peu, pour pointer et donner un peu plus de corps à ce que je viens de dire, moi je suis surpris quand à un moment le ministre de l'économie dit bon ben peut-être qu'il faudrait décaler l'interdiction de location. Non, c'est une très bonne mesure que de se dire on ne peut plus louer des passoires énergétiques, à condition qu'on mette un investissement public considérable pour se dire il faut trouver des solutions face à ces passoires énergétiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment se dire quelles sont les solutions en matière de rénovation. Moi je vous prends un exemple pour qu'on ait bien cela à l'esprit. Je me mets à la place du petit propriétaire, ce que je veux dire par là un propriétaire modeste, qui a son propre bien, il est à la retraite, son dernier parent
vient de décéder et il vient d'hériter d'un bien qui n'a pas été transformé depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Le risque, c'est qu'ils se disent, ben, en fait, je vais le laisser vacant. Et donc, on aura un bien qui n'est pas en état, on perdra un locataire potentiel, ou en tout cas, il y aura un habitant dans notre métropole qui ne trouvera pas un logement, et on aura un logement qui ne sera pas occupé, donc c'est vraiment problématique, et on n'aura résolu aucune question. C'est à eux, à ces propriétaires modestes, qu'il faut penser. C'est à eux qu'il faut essayer de proposer des solutions. C'est bien pour ça que moi, en tant que vice-président à la métropole, je suis très heureux d'avoir les délégations de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, et de pouvoir proposer justement à des propriétaires de la transformation, de l'aide aux travaux, pour qu'ensuite ils puissent louer de manière solidaire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un loyer bas pour les futurs locataires. C'est ça qu'on propose. Vous savez, nous, on essaye de lutter contre la vacance, mais contre la vacance des logements, mais quand on fait ce courrier aux propriétaires de biens vacants, on leur propose des solutions, dont celle-ci. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à déployer. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention, puis j'ai participé, les travaux du Conseil national de la refondation logement. Et les conclusions, qui n'ont pas été beaucoup suivies par notre gouvernement, les conclusions étaient de dire, face à ces passoires énergétiques, il faut faire du logement abordable. Ça veut dire que nous devons investir, collectivités territoriales, État, ensemble, pour proposer aux propriétaires de ces biens qui sont des passoires énergétiques de les racheter et d'en faire du bail réel solidaire, cette propriété abordable, où on dissocie la propriété du foncier de la propriété du logement en tant que tel, mais qui permet d'avoir un logement abordable 2 fois moins cher, ou alors, pourquoi pas, du logement locatif social classique. C'est ça qu'on doit essayer de travailler. Alors, moi j'espère que le gouvernement avancera. S'il n'avance pas, il faudra bien qu'on se pose une question du côté des collectivités pour essayer de voir si on a les moyens, avec d'autres acteurs, de pouvoir proposer ce rachat. Alors, ce qui est intéressant en vous entendant, c'est qu'on se dit que dans le fond, dans les médias, on vous a beaucoup entendu sur l'encadrement des loyers, la question, bien sûr, sociale que vous l'avez abordée, mais est-ce que ça veut dire que vous allez monter en puissance dans la façon de communiquer sur cette question des passoires thermiques? Oui, ou est-ce que c'est les journalistes qui s'intéressent peut-être moins? Non, mais d'abord, cette question des passoires, c'est non seulement la question, évidemment, de ces bâtiments qui risquent d'être vides, ou en tout cas qui, tant qu'ils sont loués, mettent leurs locataires dans des situations incroyablement difficiles. Et il y a bon nombre d'acteurs, je pense notamment à la Fondation Abbé Pierre, qui tirent la sonnette d'alarme. Quand on hésite entre se chauffer et finir le mois, on est en situation de précarité énergétique. C'est bien ça quand même qui doit être notre action forte aux uns et aux autres, lutter contre la précarité énergétique. Donc ça passe par de l'accompagnement social. Nous, on a déployé une action, on accompagne des centaines, on s'accompagne notamment de l'action de Solia, qui nous permet d'accompagner des centaines d'habitants, et notamment pour voir comment on arrive à les sortir de la précarité énergétique. Donc il y a tout ce travail-là qui est à l'œuvre. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi intervenir dans une réhabilitation d'envergure. Il se trouve que nous avons un programme à la métropole de Lyon qui s'appelle Éco-Rénov. Mais c'est bien ça la solution. Bien sûr qu'il faut accompagner autant que de besoin, mais il faut absolument transformer l'immeuble, le réhabiliter, l'éco-rénover. Moi je suis très fier, on a mis 77 millions d'euros. Je crois qu'il n'y a pas d'autres collectivités qui arrivent à s'engager à ce niveau-là. Depuis le début du mandat, on est environ à 10 000 logements éco-rénovés. Il faut continuer parce qu'on a un objectif très ambitieux, x10 par rapport à ce chiffre-là d'ici 2030. Donc, vous voyez, dans notre schéma directeur des énergies. Donc on a une vraie volonté les uns les autres et c'est bien normal. Mais c'est extrêmement important que nous puissions déployer toute cette force éco-rénov qui parle à bon nombre de grands Lyonnais et de grandes Lyonnaises parce qu'ils voient les annonces et puis ils se disent tiens ça peut m'aider, moi je suis propriétaire privé. Simplement depuis que je suis arrivé, moi j'ai insisté pour qu'on renforce l'éco-rénovation aussi du parc social. Et donc c'est ça qui permettra, parce qu'on ne sera même pas à l'échelle de l'appartement, si vous voulez. Forcément l'éco-rénovation ça touche l'ensemble de l'immeuble. Et c'est là qu'on arrive à avoir les meilleurs résultats. C'est là qu'on arrive à des étiquettes B et qu'on sort
durablement les passoires énergétiques de cette situation effectivement de passoires thermiques, passoires énergétiques, et donc c'est bien cela qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a déployé ces millions. Et en plus, le président de la métropole a pu dire en plein conseil, eh ben, si ça ne suffit pas, on abondera, parce que c'est un objectif fondamental. En fait, il résume toute notre feuille de route. C'est tenir évidemment la transition écologique, et on ne peut plus penser la ville dans les mêmes termes, et la justice sociale, c'est-à-dire de penser à celles et ceux qui subissent cette précarité énergétique, qui hésitent à se chauffer, qui vivent dans des bouilloires l'été. On est quand même un des territoires ici à Lyon, dans la métropole de Lyon, où les températures les plus extrêmes ont été connues ces derniers étés. Donc on est dans des situations effectivement de bouilloire. Donc il faut, on est face à bon nombre d'habitants et d'habitantes sont dans des situations où ils n'arrivent plus à faire face aux étés de plus en plus chauds. Donc il faut agir vite, tout en pensant effectivement aux plus modestes. D'abord, comme je vous l'ai dit, parce que c'est la ville que nous voulons. Nous voulons une ville de la mixité, mais quand j'ai dit ça, mais nous voulons une ville où les habitants aux ressources les plus modestes puissent continuer à se loger. Donc il faut que nous maintenions cela. Et puis par ailleurs, il faut que nous pensions aussi aux propriétaires les plus modestes. Il faut que nous pensions à produire plus de logements sociaux. C'est ça qu'il faut arriver à tenir ensemble. Et je dirais que l'éco-rénovation, mais notre engagement aussi dans la lutte contre les passoires énergétiques, il traduit bien ces deux objectifs, une dimension sociale et une dimension écologique. Dernière question, Renaud Père, et merci pour ces éléments de conviction et cette vision d'ensemble. On voit qu'au-delà du terme passoire thermique, on convoque tellement de choses et donc il faut les embarquer le jour J du groupe de travail. Mais quel message adresseriez-vous à ce groupe de travail qui se disait, dans le fond, on pourrait avoir une baseline, on va dire, on pourrait dire, unissons nos efforts. Est-ce que les travaux des agences, en mettant autour de table un certain nombre de protagonistes dont vous avez parlé, bailleurs sociaux, Fondation Abbé Pierre, etc., est-ce que vous pouvez réagir à cette idée de façon de se nommer, unir nos efforts? Est-ce que vous pensez que cette formule est bonne? Et est-ce que travailler avec tous les acteurs, de l'artisan dans la filière de la rénovation jusqu'au bailleur final, est-ce qu'on peut y arriver? J'imagine que vous n'allez pas me démentir, ah non, mais, non, mais comment on peut accélérer par des meilleurs potentiels d'organisation? C'est évidemment l'union de tous les efforts qui est nécessaire. Et vous avez tout dit. C'est d'abord tous les pouvoirs publics. Demain, si l'État, si le gouvernement ne s'y met pas plus fortement, nous n'arriverons pas aux résultats que nous visons. C'est-à-dire au moins 100 000 logements éco-rénovés dans un temps relativement court. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut tout imaginer, comment on délègue plus de moyens peut-être aux collectivités, type MaPrimeRénov'. Hein. On peut faire des choses un peu, comment dire, qui parlent encore plus aux propriétaires aux copropriétaires qui sont en train d'hésiter au moment de l'Assemblée Générale à voter les travaux. Hein. C'est bien ça quand même qu'il faut faire. Donc il y a les pouvoirs publics, ils doivent agir ensemble. C'est bien pour ça que dans cette interview, j'ai interpellé le gouvernement. Il y a évidemment tout le milieu associatif. Et je vous l'ai dit, j'ai cité Solia, mais j'ai cité la Fondation Abbé Pierre. Nous avons besoin de l'ensemble des acteurs qui vont nous accompagner, notamment pour repérer les personnes qui sont dans des situations de précarité énergétique. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Comment on les repère, comment on arrive à les identifier pour mieux les accompagner. Bien sûr, on a besoin d'expertise. Et l'expertise, c'est l'agence d'urbanisme, sans aucun doute, et puis d'autres qu'il faut mobiliser. Et puis les acteurs économiques. Quand je vous parle d'éco-rénov', on a voulu notamment, quand nous sommes arrivés en 2020, favoriser les matériaux biosourcés. De fait, il faut aussi qu'on soit exemplaire dans les matériaux qu'on va utiliser pour rénover durablement. Il ne faut pas qu'on y revienne dans 20 ans sur cette rénovation. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a encore des filières qui doivent se structurer. On parle de filières comme le bois, comme la terre, des filières biosourcées comme géosourcées. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble. C'est une formidable opportunité entre nous. Formidable opportunité pour notre économie régionale, nationale. Et c'est bien de cela qu'il faut essayer de relever, de montrer que cette transition écologique dans laquelle nous nous engageons toutes et tous, qui en plus avec une dimension sociale est la plus pertinente, parce qu'elle embarquera tout le monde, elle a aussi une dimension économique. Et en matière de bâtiments, c'est là qu'on peut avoir le plus de preuves
que cela peut marcher. Mais il faut que les acteurs soient au rendez-vous et c'est évidemment une interpellation de l'ensemble des acteurs du BTP. Ça, c'est ce que vous tenez, puisque c'est l'idée que tout ça ne peut se faire qu'ensemble, en unissant les efforts. Mais il ne faudrait pas aussi oublier une chose, si je peux donner un message au groupe, c'est que n'hésitez pas à penser tous les possibles. C'est-à-dire qu'il nous manque encore des solutions. Je vous en donne quelques-uns. Aujourd'hui, on est confronté notamment à des copropriétés de plus en plus fragiles. Je pense à cette question des propriétaires modestes. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette interview, c'est effectivement une de nos préoccupations. Eh bien, peut-être que la surélévation de certains bâtiments est l'occasion de convaincre des copropriétaires que leur rénovation coûterait moins cher si, quand ils peuvent surélever de 1, 2, 3 étages, ils offrent du foncier disponible, donc l'accès à de futurs propriétaires, et donc peut-être on peut inventer des manières de réduire les coûts. Mais c'est d'autres possibles que je ne les ai pas tous, loin de là. Donc ce serait bien que le groupe de travail se dise concrètement comment on peut imaginer de nouvelles formes en partant de l'existant, parce que c'est bien cela qu'il s'agit. C'est comment on refait la ville sur elle-même. Mais peut-être qu'il y a des solutions qu'on n'a pas encore imaginées. Et ça, ce serait extrêmement intéressant que non seulement on unisse nos efforts, bien sûr, mais qu'aussi on pense tous les possibles ou qu'on explore un certain nombre d'entre eux. Merci beaucoup Renaud Père de ces encouragements et de ces suggestions que nous ne manquerons pas d'écouter et d'appliquer. Merci monsieur de votre disponibilité, merci.